Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au niveau du siège de la COSYDEP. La COSYDEP qui est un acteur très important donc du système éducatif, un acteur qui regroupe pratiquement tous les autres acteurs, donc les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les journalistes et partenaires sociaux donc de l'éducation nationale. Donc avec monsieur Mbow, monsieur Cheikh Mbow, le directeur exécutif donc de la COSYDEP. Bonjour monsieur Mbow. Bonjour monsieur Sarr. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, monsieur Mbow, c'est le deuxième passage en quelques mois, disons 3 mois. C'était au début donc de la Covid, de la pandémie liée à la Covid-19. Donc nous avons parlé donc des actions, des initiatives donc que vous étiez en train de mettre en place, votre participation donc à cette guerre, votre collaboration avec les autorités donc du ministère de l'Éducation nationale, voilà, pour apporter une réponse donc à la Covid-19. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites donc de tout ça? Oui, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans les locaux de la COSYDEP, Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Saluer aussi vos téléspectateurs. C'est vrai que nous sommes en train de vivre une année spéciale. Une année spéciale parce qu'on a été un peu perturbé par un petit virus qui s'appelle le Covid et qui est venu nous dire que votre planification, votre agenda ne tiendra pas cette année. Et qui nous a invités aussi à faire preuve de plus d'ouverture, d'ingéniosité, de créativité pour apporter une réponse idoine à cette situation. Nous avions dit à l'entame de cette pandémie que notre capacité à faire face, ça veut dire la résilience du système, était évidemment une attente très forte. Et donc il fallait le faire en toute solidarité, en faisant en sorte qu'on ne soit pas dans des démarches classiques, dans une réflexion classique. Alors, ceci dit, je pense que le système a eu à apporter plusieurs réponses en relation avec les interpellations du ministère de l'Éducation qui devait coordonner ces réponses. Nous avons posté, nous, nos points de vue en termes de scénario de reprise et nos points d'attention aussi, qui étaient pour nous essentiels. Le premier élément pour nous, c'était de voir comment faire pour que nos enfants puissent toujours garder le link avec l'éducation. Et le ministère a proposé apprendre à la maison, qui est évidemment une excellente trouvaille, mais qui aussi a des limites. Parce que nous le savons, l'apprentissage à distance, tous les enfants ne sont pas forcément dans les conditions pour pouvoir en bénéficier au maximum. Il y a des zones qui ont des problèmes d'électricité, d'autres enfants qui ont des problèmes d'Internet. Et ensuite, l'exigence d'avoir une éducation en présentiel, aujourd'hui, est encore une fois prouvée. Donc ça, pour nous, c'est aussi un élément qui est essentiel. Le gouvernement du Sénégal a décidé d'organiser la reprise des enseignements pour les 551 000 élèves qui sont des candidats, le 25 juin. Ils ont fait 1 mois et demi de cours et après, il a fallu organiser les examens. Mais nous avions tiré un peu la sonnette sur les 3 millions d'enfants qui étaient en classe intermédiaire et pour lesquels leur sort n'était pas suffisamment bien adressé parce qu'il fallait qu'il y ait une réponse appropriée qui permette à ce qu'ils puissent évidemment se retrouver aussi dans cela. Donc ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Et on va revenir donc à ces enfants-là qui n'avaient pas encore repris. Vous l'avez dit, donc on a commencé avec des enfants qui sont en classe d'examen, environ 551 000 enfants qui sont en classe d'examen. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à évaluer les conditions donc d'apprentissage de ces enfants-là? Donc comment ça se passe jusque-là? Le bilan devrait certainement être fait de manière beaucoup plus complète par les autorités académiques. Parce que c'est ces autorités-là qui ont tous les outils, toutes les informations pour le faire. Nous avions, nous, par contre, posté des préoccupations. Nous avions dit, il serait essentiel que l'on puisse veiller à ce que le protocole sanitaire puisse être, en tout cas, un point d'attention durant tout le processus. Que ce ne soit pas seulement l'affaire du 25 juin, jour de la rentrée, mais que son renouvellement puisse être effectif durant tout le processus de reprise des enseignements pour ces enfants-là. Mais nous avions dit aussi qu'il était essentiel, compte tenu du fait que le temps que nous avions été réduit,
de s'accorder sur un protocole pédagogique qui nous permette de savoir le seuil minimal de compétences à asseoir, à maîtriser par les enfants. Et c'est ce protocole pédagogique-là qui devrait être mis en œuvre durant ce mois et demi. Et c'est à partir de ce protocole qu'on devrait pouvoir porter, en tout cas, le choix des sujets, des épreuves et des examens. Donc ça, pour nous aussi, c'était un point d'attention. L'autre point d'attention, c'est nous dire aussi qu'il était essentiel, durant cette reprise, que l'on puisse aussi interroger certains éléments liés à l'environnement des apprentissages. Nous le savons, il y a aujourd'hui que nos écoles ont des difficultés par rapport à la disponibilité en eau, des blocs sanitaires qui ne sont pas toujours fonctionnels, un problème de sécurité qui est avéré, mais ensuite, tout cela fait que le Covid-19 nous aura aussi rappelé certains éléments essentiels, fondamentaux, à prendre en charge si nous voulons avoir un système éducatif véritablement résilient. Donc ça, pour nous, c'est un essentiel. Mais nous avions dit que le point positif, c'était que les enfants candidats, ces candidats-là, ils avaient cette fois-ci la chance d'avoir des enseignants qui puissent les accompagner individuellement, qu'ils ne soient pas seulement des enseignants de la classe, mais des enseignants de chaque élève. Parce que simplement les effectifs étaient réduits grâce à la Covid, un enseignant pour 20 élèves, mais il y avait aussi évidemment un point noir qui était que dans certaines disciplines, il y avait un déficit en enseignants. Et donc cela portait préjudice aux enfants. En philosophie, en mathématiques, il y avait des déficits qui étaient du secondaire du moyen secondaire. Donc ça, il y avait, ça c'est un point qui est là. Mais ensuite, il y avait des enseignants qui étaient mobilisés à accompagner les enfants, les candidats, alors qu'ils n'étaient pas toujours préparés à soutenir des classes d'examen. Donc ça aussi, c'était un point. Donc il y a évidemment des points forts et des points faibles qui tous combinés devraient évidemment nous amener à réfléchir un peu sur qu'est-ce que cela va donner comme résultat par rapport à ce dispositif nouveau que nous venions donc d'engager. Mais globalement, vous êtes satisfait donc du déroulement jusqu'à aujourd'hui? Oui, il faut dire que globalement, pour ce qui est de la prise en charge des candidats, il y a eu des efforts, des pas importants qui ont été faits par notre pays. Nous avons vu des enseignants qui étaient déterminés, engagés. Vous vous rappelez déjà, depuis leur convoyage, avec toutes les difficultés, ils ont tenu, ils sont arrivés dans les classes. Nous avons vu des enseignants qui étaient, malgré tout, durant le processus, ont essayé de respecter le protocole pédagogique. Donc, nous avons vu aussi des élèves, parce que tout le monde craignait, avec les exigences des travaux champêtres, que les élèves soient véritablement des absents. Mais aujourd'hui, il y a eu une régularité, une assurité, une présence d'une forte partie donc, de ces élèves-là. Donc ça, c'est un point important. Nous avons vu aussi le comportement des parents, qui aujourd'hui ont été invités à jouer un rôle d'enseignant dans la période. Ils ont plus accompagné leurs enfants à la maison et à domicile. Ça, ce sont des points forts. Et l'engagement de tous les acteurs. La COSYDEP est allée dans certaines écoles pour distribuer du matériel de protection. D'autres organisations ont fait de même. La presse, qui en a beaucoup parlé. Donc, il y a eu une solidarité, un mouvement autour de cette question-là. Mais il y a eu évidemment qu'il y a eu la donne hivernage. Nous avions alerté par rapport à la donne hivernage, ça qui nous avait amené d'ailleurs à proposer une reprise pour fin septembre, début octobre. La donne hivernage s'est invitée. Parce que notre réseau scolaire n'est pas toujours préparé à fonctionner pendant l'hivernage. Et donc cela a fait évidemment que la problématique liée à l'équité, pour faire en sorte que tous les enfants aient un temps réel d'apprentissage correct, cela s'est posé. Vous allez dans les zones du sud-est, on se rend compte que le temps d'apprentissage a été souvent perturbé, parce que quand il y a de la pluie, avec les chemins qui étaient difficiles, certaines écoles qui n'étaient pas fréquentables, des enfants pouvaient ne pas venir. Et donc cela fait évidemment que le temps d'apprentissage, le temps réel d'apprentissage n'était pas le même. Le CFE, justement, le CFE, donc les examens, on va en parler, avec notamment le CFE et l'entrée en sixième. On a vu donc dans les réseaux sociaux, ces enfants qui ont composé dans des conditions plus que délicates, avec les pieds dans l'eau, les enseignants donc qui avaient aussi les pieds dans l'eau. Donc voilà, vous au niveau de la COSYDEP, donc comment vous avez pris donc ces images-là qu'on a vues et qui ont pratiquement fait le tour du monde? Oui, il faut dire que globalement, personne ne devrait être surpris par cette situation. Nous avions dit que cette donne hivernage était une donne importante qu'il fallait tenir compte. Et donc aujourd'hui que
les examens sont passés, nous avons effectivement constaté, ça a été partagé largement dans les réseaux sociaux, des classes qui étaient envahies par les eaux. Donc les élèves ont été obligés d'apprendre les pieds dans l'eau. Donc cela évidemment pose problème, parce que ça pose problème en termes comment on appelle, de santé, par rapport à la santé des enfants, à leur sécurité, mais par rapport même à leur capacité de concentration par rapport aux épreuves. Parce que l'examen du CFE, nous le rappelons, c'est le premier examen de l'enfant. Donc c'est un moment important. Moi je me rappelle, le seul examen pour lequel j'ai jubilé après l'avoir réussi, c'était le certificat. Donc c'est un examen qui est important. Aujourd'hui, donc, et la question de l'équité en termes d'évaluation aussi, c'est une question essentielle. Donc voilà ce qui fait que ça a posé problème. Mais nous avions alerté et on avait des outils pour pouvoir prévenir ces situations. Justement, nous-mêmes, nous avons alerté par rapport à ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler déjà de faute? Vous avez déjà une cartographie donc des écoles qui sont souvent inondées pendant l'hivernage. Est-ce qu'il n'était pas possible donc de délocaliser ces centres d'examen dans les collèges et dans les lycées? Nous, on a dit, il fallait travailler à ce que les outils d'aide à la prise de décision puissent nous servir durant le fonctionnement de l'école en période hivernale. Parmi ces outils, il y a la cartographie des inondations en milieu scolaire que la COSYDEP a élaborée, qui est là derrière, oui, vous avez travaillé et qui nous a permis de connaître le statut de chaque école. Effectivement. Et quand j'ai regardé la cartographie qui est là derrière moi, vous vous rendrez compte que ces écoles qui ont fait l'objet de partage dans les réseaux sociaux ont été identifiées comme écoles rouges, donc des écoles qui étaient régulièrement inondées. Ça veut dire qu'a priori, nous pouvions prévoir cela. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, ce sont les données météorologiques. Nous le savons, les services académiques pouvaient aussi, en rapport avec le service météo, savoir un peu quelles sont les prévisions. Et donc, sur cette base-là, prendre les dispositions. Les dispositions, c'était d'écarter tout ce qui est école potentiellement inondable du dispositif. Et c'était possible parce que il y a des écoles élémentaires qui ne connaissent pas d'inondation, donc qui étaient des écoles vertes, qui pouvaient accueillir ces candidats-là. Il y a des CM, il y a des lycées, il y a évidemment. Mais juste en termes de proactivité, pour nous, ça c'était un élément essentiel et ça nous aurait permis d'éviter ce couac-là que nous avons senti durant ces examens-là. Donc au total, nous pensons aujourd'hui que le Sénégal dispose de l'intelligence, dispose d'outils pertinents qui nous permettent de faire face à beaucoup de questions. Mais est-ce que nous les utilisons correctement? Cet outil-là, je dis souvent à mon équipe COSYDEP, que pour moi, le meilleur produit de la COSYDEP, c'est justement cette cartographie des inondations, des écoles inondables. Et donc ça, c'est un outil qui ne nous appartient plus et que le système devrait pouvoir se l'approprier. C'est ça qui ferait évidemment que face à des situations pareilles qu'on puisse apporter. Certains acteurs que nous avons rencontrés, donc ils pensent que ces élèves-là, qui ont fait leur CFE, qui ont passé leur CFE et leur entrée en 6e, ont été complètement lésés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager des solutions pour essayer donc de rétablir un peu cette injustice, entre guillemets, donc à l'encontre de ces enfants-là? Nous, ce que nous avons dit, c'est que le gouvernement devrait pouvoir prendre une décision qui permette à ce que les enfants qui étaient déjà exténués, des enfants qui ont fait des sur-efforts pour être présents pendant l'hivernage, qui ont fonctionné, qui ont traversé la pluie pour aller à l'école, ces enfants qui ne sont du tout pas fautifs de ces situations-là, il faut qu'on puisse leur apporter une réponse idoine. La réponse, nous avons entendu certains parler d'épreuves à reprendre, d'autres qui parlent d'examens à reprendre. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Pour le moment, ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'on puisse apporter une réponse qui ne porte pas préjudice aux enfants, à ces enfants-là qui sont déjà exténués. Donc cette réponse, ça peut être quoi déjà? Oui, dans tous les cas, la réponse devrait ne pas porter préjudice encore à ces enfants qui sont déjà exténués. Et nous pensons aujourd'hui, en rapport avec les autorités académiques, le ministère de l'Éducation, nous pensons qu'il faudrait apporter une réponse à cette situation, notamment pour ce qui concerne les épreuves de mathématiques aussi. Nous le savons, il y a eu beaucoup d'erreurs dans ces épreuves de mathématiques-là, et cela aussi ne se justifiait pas, parce qu'il y a eu au moins 2 erreurs qui ont été identifiées par rapport à ces épreuves de mathématiques. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est essentiel, parce que nous avions alerté par rapport au choix des épreuves, à leur stabilisation, leur administration et à leur correction.
Et donc ça, c'est deux couacs qui se sont invités durant ces examens-là. Les erreurs là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les sujets ont été refaits à la hâte? C'est quoi? Pourquoi pensez-vous qu'il y a ces erreurs? Écoutez, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous avons juste fait des constats. Le constat qu'il y a eu des écoles qui étaient envahies par les eaux, et nous avons dit, sous cet angle-là, c'était une situation qu'on pouvait dépasser, simplement parce que si nous avions opté pour écarter toutes ces écoles qui étaient potentiellement inondables à partir des outils que j'ai décrits tout de suite, ça aurait été possible. Nous avons constaté aussi qu'il y a eu des erreurs par rapport à l'épreuve des mathématiques, et là, sur cet angle-là aussi, nous avons été très clairs parce que avant la tenue des examens, nous avions alerté sur la nécessité d'apporter une attention particulière au choix, à la stabilisation, à l'administration, à la correction des épreuves. Ça, pour nous, c'était un élément essentiel. Donc, ça veut dire que dans la chaîne, dans cette chaîne-là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec M. Cheikh Mbow, qui est le directeur exécutif de la COSYDEP. La COSYDEP, qui, je l'ai dit tantôt, est un acteur très important donc du système éducatif sénégalais. Donc, le CFE est l'entrée en 6e. Donc, pour la fin plutôt donc du cycle élémentaire. On l'a vu, on en a parlé avec M. Diène, que nous saluons au passage, donc M. Mamadou Lamine Diène. Certains pensent que le CFE doit être éliminé. Parce que apparemment, il n'y a plus de concours où on demande le CFE. Donc voilà, vous au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu à faire une réflexion donc de ce genre? Écoute, il faut d'abord rappeler que ce débat a été surtout entretenu l'année dernière suite à notre rapport sur le dispositif non-vacances pour l'école. C'était un moment où nous débattions de questions importantes avant l'ouverture des classes. Et il y avait la question sur l'analyse des examens scolaires qui s'était invitée. Et à l'issue de cette session de nos vacances pour l'école, il y a eu un rapport qui est ressorti. Le rapport nous rappelle déjà qu'il serait bon que les gens fassent la différence entre un examen et un concours. Le CFE est un examen au moment où l'entrée en sixième est un concours. Un examen, ça veut dire qu'il y a un seuil minimal de compétences requis. Il y a un nombre de points qu'il faut avoir pour attester que vous avez une maîtrise du cycle, que vous connaissez le minimum à ne pas ignorer pour le cycle élémentaire. Cet examen-là, qui s'appelle le certificat de fin d'études, il est important. Il faut le maintenir. Parce que c'est un examen qui sanctionne la fin d'un cycle. Par contre, le concours d'entrée en sixième, qui est juste un concours, nous pensons que si nous regardons l'obligation scolaire de 10 ans, c'est notre pays qui l'a signé, dans sa loi d'orientation, en son article 3 bis. L'obligation scolaire de 10 ans, si nous prenons cela en charge, si nous prenons tous nos engagements, nous pensons que le concours d'entrée en sixième n'a plus sa raison d'être. Et il faut aller vers la suppression du concours d'entrée en sixième, qui n'a plus son sens, parce que tel que c'est organisé, vous voyez beaucoup d'enfants qui n'ont même pas le certificat et qui passent en sixième. Vous avez des enfants qui sont loin de la moyenne de la classe et qui passent en sixième. Nous pensons donc qu'il faut revoir ça et permettre aux enfants, à l'équipe pédagogique, d'apprécier le niveau pédagogique des enfants pour leur passage de CM2 en sixième. Donc le passage va toujours être surveillé, mais ce sera comme on le fait entre la classe de 4e et la classe de 3e. Là, on va vers le BFM et vers le bac, puis vers le BFM. Et vous avez souligné donc des erreurs qui ont été notées au niveau des épreuves et tout ça. Est-ce que ça n'inquiète pas pour le bac et le BFM? Oui, je veux dire, le bac et le BFM, si on est conséquent, devrait peut-être profiter justement de ce moment d'erreur ou de difficulté pour être mieux organisé. Si nous savons apprendre, tirer les leçons donc du passé. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé avec le CFE et l'entrée en sixième pour pouvoir corriger et anticiper sur des difficultés potentielles relativement au baccalauréat et au BFM. Nous pensons déjà dans le choix des centres, des salles d'examen. Il ne faudrait pas demain qu'on ait encore des vidéos qui circulent et qui nous montrent encore de l'eau qui envahisse les écoles. Parce que déjà, le bac qui va se tenir dans une semaine, nous savons que c'est une période en termes de prévision météorologique où il y a de forts risques qu'il y ait évidemment la pluie. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on puisse tirer les enseignements nécessaires avec tout ce qui s'est passé avec le CFE. Donc, ça, pour nous, c'est un élément essentiel.
L'autre élément relativement à l'erreur sur les épreuves devrait aussi amener les autorités, nous amener tous à faire encore plus d'attention sur le choix des épreuves, à les stabiliser, de sorte évidemment qu'il n'y ait pas de couac à ce niveau-là. Mais au-delà du choix des épreuves, toujours pour la crédibilité, il faut veiller à ce que tout ce qui est relatif à fuite, fraude, puisse être bien aussi pris en charge. Donc aujourd'hui, nous considérons que des erreurs, on doit pouvoir s'en appuyer pour mieux perfectionner et parfaire le reste du processus. On va parler aussi des autres examens, et le BFM et le bac qui vont arriver bientôt. Le bac d'abord. Donc déjà, on a entendu parler ces temps-ci donc de toutes ces réformes-là. Certains sont pour, d'autres sont contre. Donc voilà, les SMS qui doivent annoncer l'admission des enfants, donc les radios communautaires, donc tout ça, toutes ces réformes-là qui sont mises en place. Est-ce que vous, en tant qu'acteurs sociaux, vous avez été impliqués dans le processus qui a conduit donc à ça? Et comment vous trouvez donc ces mesures-là? Nous avons suivi le directeur de l'office des bacs qui a invité à entrer par les SMS pour informer les enfants par rapport donc au baccalauréat. Et nous, ce que nous nous sommes dit, c'est déjà une première interrogation très forte, c'est quel est le sort qui est réservé aux bacheliers de l'année dernière, parce que jusque-là, il n'y a pas une réponse très claire vis-à-vis de ces enfants. Ça, c'est important. Deuxième aspect pour nous qui est essentiel, c'est aujourd'hui que dans tous les cas, le bac ne peut pas s'organiser dans les mêmes conditions qu'une année ordinaire, une année normale. C'est pourquoi, certainement, la question du protocole sanitaire durant la tenue de cet examen, c'est aussi une question importante. La question de la mobilisation des enseignants comme surveillants ou comme correcteurs, comment ça doit se faire, ça aussi, c'est une question aussi importante. Nous pensons qu'il faut avoir une entrée par des bassins, des zones, mais devoir ramener des enseignants de Dakar pour les amener traverser la Gambie et aller en Casamance, ça peut être compliqué, difficile dans ce contexte-là, avec des risques. Donc c'est aussi une donne à prendre en charge. La proclamation des résultats, c'est aussi un moment important parce qu'il faut proclamer les résultats, mais veiller à ce que qu'il n'y ait pas trop de risques par rapport à la contamination. C'est pourquoi on ne peut pas être dans des séquences classiques. Nous pensons donc que l'idée d'entrer par des SMS dans cette période Covid, c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais il faudrait simplement que cette mesure vienne s'ajouter au dispositif traditionnel. Donc nous imaginons que c'est pas une mesure qui vienne, en tout cas, écarter l'affichage dans les écoles. Il faut continuer à faire l'affichage dans les écoles, parce que tous les enfants n'auront pas accès au SMS, ça peut être une difficulté. Il faut continuer, nous, quand on était encore jeunes élèves, les résultats même du CFE, c'était le CEP, on les avait dans le journal Le Soleil, on se rappelle de ça. Donc, comment faire pour que les radios communautaires, qui sont très proches des communautés, puissent être mises à profit pour la proclamation. Donc, diversifier les sources de proclamation, ce n'est pas mal. Mais, donc, nous considérons évidemment que si c'est un moyen qui vient s'ajouter aux moyens classiques, ça ne gêne pas. Maintenant, si c'est un moyen qui vient éliminer les autres, c'est ça qui pourrait peut-être poser problème. Vous avez raison, il faut à une situation nouvelle, il faut donc des solutions nouvelles. Donc, mais pour le BFM par exemple, si on sait que pour le BFM, il y a beaucoup plus d'établissements moyens que d'établissements secondaires. Il y a beaucoup plus, presque 2 fois plus de candidats au BFM que de candidats donc au bac. Est-ce que vous pensez que ce système-là, on doit reproduire ça également pour le BFM? En tout cas, moi, je ne suis pas dans une réflexion en détail, par détail, pour dire toute situation, voilà ce qu'il faut. Non, ça, c'est peut-être ça qu'il faut peut-être éviter dans la gestion de la Covid. Il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale, avoir des réponses plus globales à partir de principes connus. Ça veut dire aujourd'hui, nous pensons qu'avec la Covid, on ne peut pas fonctionner de la même façon, quel que soit l'examen qui est organisé. Quels que soient les examens, il faut veiller sur le protocole sanitaire, nous l'avons dit. Quels que soient les examens, il faut revoir comment mobiliser et utiliser les enseignants. Ça ne devra pas être de la même façon, parce qu'il y a des risques en termes de transport, de contamination, etc. Quel que soit l'examen, il faut veiller à ce que le choix des épreuves, leur stabilisation, leur administration puisse aussi tenir compte de cela. Ça, c'est aussi un principe pour nous qui est essentiel. Quel que soit l'examen, il faut aussi veiller à ce que dans la proclamation, que la dimension pandémie Covid puisse être prise en charge. Parce que
Avant, c'était une foule qui était là, devant un groupe d'enseignants, pour attendre. On ne peut pas fonctionner de la même façon. Donc, comment faire pour que cette foule puisse être rester chez eux et à partir des radios communautaires avoir de l'information, l'accompagner de SMS, plus les affichages traditionnels qui permettent aux enfants de passer par groupe et de manière organisée pour avoir les informations. Tout cela, c'est des possibilités qui sont là. Donc, si je suis sur les principes, c'est cela qu'il faut rappeler. Maintenant, la meilleure méthodologie ou la meilleure démarche pourrait être laissée à l'appréciation de chaque académie, de chaque zone. Moi, je suis un partisan de l'académisation parce que les réalités locales diffèrent. On peut avoir une solution à Matam qui diffère de celle qui est à Ziguinchor ou à Kédougou. Donc, comment faire pour dégager les principes en tant qu'acteur du niveau central, que ce soit société civile ou directeur des examens ou directeur de l'office du bac ou ministre de l'éducation, rester sur les principes, donner des orientations très claires et permettre maintenant aux autorités locales, aux acteurs locaux, en fonction de leur réalité, d'avoir la meilleure réponse. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez dit, rien ne peut se faire comme avant. Donc, pour la proclamation, on ne peut plus appeler les gens, les regrouper pour leur donner les résultats. Donc, mais dans 2 mois, on va devoir retourner à l'école. Tout le monde va devoir retourner à l'école. Donc, ça veut dire que dans 2 mois, on risque donc de reprendre toutes ces habitudes-là qu'on est en train d'éviter en ce moment. Si on sait qu'aujourd'hui, les comportements des Sénégalais n'ont pas trop changé. Si la situation ne change pas, la situation de la maladie ne change pas, comment vous voyez donc l'année scolaire à venir? Alors, je crois que ça c'est une question importante. Et nous devons être sérieux en répondant à cette question. Parce que nous l'avons dit au ministre en personne. Planifier une reprise massive, ça veut dire 4 millions d'enfants, d'apprenants, en novembre. Et nous savons, en termes de prévision, qu'en novembre, le Covid sera encore là. Il est clair que le Covid sera encore là. Alors cela exige que cette question puisse être adressée dès à présent. C'est pourquoi, par rapport aux perspectives de reprise, nous considérons que personne d'entre nous ne devrait avoir tout de suite la réponse. Il faut avoir une entrée par un bilan du dispositif passé. Comment avons-nous vécu le Covid durant l'année scolaire passée? Quelles ont été les offres alternatives qui avaient été proposées? Quel est leur impact, leur effet? Quelles ont été les difficultés dans la mise en œuvre du protocole? Quel est l'état de notre réseau scolaire? Pour les écoles qui avaient été identifiées comme n'ayant pas de bloc sanitaire, n'ayant pas d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et maintenant pour pouvoir corriger cela? Les écoles qui n'étaient pas en sécurité, qui n'étaient pas clôturées, qu'est-ce qu'il faut faire pour le régler à partir de maintenant? Comment faire pour évidemment faire en sorte que nos effectifs classiques, pléthoriques, parce que si vous dites une reprise en novembre, s'il n'y a pas de disposition particulière à prendre, ça veut dire qu'on sera encore dans des effectifs d'un enseignant pour 80, un enseignant pour 100, un enseignant pour 60. Pour dire pour nous, c'est essentiel que cette reprise massive-là puisse être adressée à partir de maintenant. À partir d'un bilan objectif, exhaustif et inclusif des réponses de l'éducation face à la Covid pour l'année passée, ça pour nous, il faut le faire. Deuxième chose, à partir des normes standards qui ont été identifiées comme étant des normes essentielles dans la gestion de la Covid, ça veut dire les effectifs pléthoriques. Ça, pour nous, il faut le faire dès à présent. Nous avons interpellé le ministre pour lui dire la question enseignante, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, en termes de disponibilité des enseignants, notamment de ceux des sortants des CRFPE, à partir de l'ouverture, donc dès le 5 novembre, sur nous, c'est essentiel. Les déficits en enseignants, où est-ce que nous en sommes? Et comment allons-nous faire pour une reprise massive? Est-ce que nous allons encore continuer à avoir des effectifs pléthoriques? Cela n'est pas acceptable dans le contexte Covid. Est-ce que nous allons continuer à avoir des écoles sans eau, des écoles sans bloc sanitaire, les abris provisoires, etc. Donc à partir de maintenant, si on en discutait, on pourrait voir ces goulots d'étranglement et dès à présent prendre des dispositions qui nous permettent de garantir, si une reprise du 9 novembre devait être acceptée, devait être retenue, de garantir ce minimum en termes de normes standards pour avancer. Pour nous, ça, c'est un élément essentiel. C'est une question sérieuse et on ne souhaiterait pas qu'on s'attarde et qu'on attende jusqu'à la veille de la reprise pour pouvoir, dès à présent, l'adresser. Pour ce qui est du dispositif de passage des élèves des classes intermédiaires en classe supérieure, il faudrait que l'on donne encore du pouvoir au niveau local. Aujourd'hui, les enfants
qui sont dans des zones différentes, on pourrait laisser les enseignants, les équipes pédagogiques apprécier de leur sort pédagogique. Pour nous, c'est ça qui fait plus de sens. Vous le savez, un 4 dans une école peut signifier 8 ailleurs. Donc aujourd'hui, si nous avons des moyennes qui sont décrétées à partir du niveau central, cela nous pose fondamentalement problème. Nous sommes partisans de l'académisation. Donc comment faire pour que le ministère donne du pouvoir au niveau local pour leur demander en fonction de leur réalité, en fonction de leur connaissance des enfants, parce qu'il y a d'autres aspects qui vont entrer en jeu au-delà des notes, en connaissance de leur connaissance des enfants, comment faire pour faire des propositions de passage. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mais il faut surtout engager dès à présent la réflexion autour de la reprise. Pour nous, c'est essentiel. Comment les enfants vont être orientés pour la prochaine année, comment on va faire si on devait accepter ou de retourner en classe face à la Covid en novembre avec les 4 millions d'apprenants dans les conditions que nous connaissions déjà. S'asseoir à 3 à 4. S'asseoir à 3 et 4, ça pourrait poser problème. Donc pour nous, comment faire aussi pour que l'année prochaine puisse être une année stable. Nous savons aujourd'hui qu'au-delà des questions que vous avez posées, qu'il y a des enseignants qui se sentent très frustrés parce que simplement il y a beaucoup évidemment de ministères qui ne fonctionnent pas comme il le faut. En termes d'avancement, la question de la surimposition, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Nous pensons qu'il est temps, dès à présent, qu'il y ait la reprise du monitoring des accords entre gouvernement et syndicats d'enseignants pour en discuter dans la perspective de stabiliser l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on n'aura pas droit à une seule heure d'instabilité. Et ça, pour le réussir, c'est dès à présent qu'il nous faut réfléchir sur les questions à enjeu, sur les difficultés potentielles pour pouvoir les anticiper et faire en sorte que l'année prochaine puisse être une année stable où on va avoir le maximum en termes de temps d'apprentissage, où on va avoir le courage de réviser même notre calendrier scolaire. Il y a des fêtes qu'il faut certainement revoir et c'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir un plein qui puisse venir compléter le gap pédagogique que nous aurons constaté cette année. En tout cas, nous vous remercions énormément. Donc, chers téléspectateurs, à vous aussi, nous disons merci et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.